monarchie et la République, et de manière générale entre les régimes traditionnels et les régimes modernes, c'est que la monarchie, c'est une conception organique du pays, que la République, c'est une conception plutôt mécaniciste, c'est-à-dire où les choses sont reliées mais ne constituent pas un tout, ce qui expliquerait l'individualisme, mais aussi la propriété privée, mais aussi le fait d'abolir justement ces corps intermédiaires. Est-ce que, alors là c'est une analyse plus philosophique du régime, mais est-ce que finalement cet équilibre de l'ancien régime, pour autant qu'il y ait eu vraiment équilibre, est-ce qu'il ne tient pas à cette espèce de recherche d'harmonie toujours entre toutes les parties qui ne sont pas une, qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas autonomes. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a l'ancien régime est un équilibre permanent entre toutes les parties. Et dès qu'il y a un souci, un déséquilibre pour cause de ceci ou de cela, d'une révolte, d'une catastrophe naturelle, d'une guerre ou quoi que ce soit, tout le monde se met sur le pont pour réparer les choses, quoi. Chacun va avoir va mettre sa contribution à faire en sorte que ça marche. C'est un peu ça. Mais toujours, toujours avec... on dit toujours l'organicisme, c'est une tête, des bras, un cœur, mais une seule tête. C'est-à-dire, d'ailleurs, tu as écrit une série d'articles qui sont disponibles sur le site d'Égalité et Réconciliation, qui s'appelle La centralisation monarchique, et ses ennemis, je crois, ou ceux qui s'y opposent. Et ses opposants. Et ses opposants, voilà. Donc ça, c'est vrai, ça, c'est quelque chose... C'est comment dire, une logique que tu défends, cette centralisation monarchique, oui, contre les abus des féodaux, contre les abus des juges, des représentants du Parlement, des différents contre-pouvoirs qui ne sont pas en fait des contre-pouvoirs. La société fonctionne bien ou mal, mais elle fonctionne, et l'autorité royale est le recours en cas d'abus. C'est ça la centralisation monarchique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la société fonctionne à partir du roi. Elle fonctionne. Voilà, parce que la France est grande quand même. La France est très grande. La France est très grande. Mais quand il y a des problèmes, on a un recours. On a un recours et on fait monter. Donc c'est un juge qui doit se placer au-dessus de ces querelles. Ouais. Ben, c'était l'idée du général de Gaulle, si on se souvient. C'est juste. C'était l'idée du général de Gaulle, dont j'ai entendu dire à différentes reprises qu'il était en fait un monarchiste. Qu'il était monarchiste et qu'il a fait la Ve République dans l'idée d'essayer de quelque chose. Enfin bon, quand on voit ce que c'est devenu. Parce que moi, ce qui me dérange, ce qui me questionne un petit peu dans cette idée, puis ça c'est le Suisse qui parle en moi, je suis très fédéraliste, c'est que, et je suis fédéraliste dans un petit pays, là on est en France, on parle d'un grand pays, oui. Est-ce que c'est ce qu'on a reproché au temps de Louis XIV, mais c'est ce qu'on a reproché ensuite, après la Révolution, c'est ce qu'on reproche encore aujourd'hui au gouvernement Hollande et à tous ceux qui les ont précédés, qu'on appelle à tort le jacobinisme et qu'on va appeler la centralisation, c'est ce lutétianocentrisme. Paris et autour, une vaste banlieue, une vaste... On le reprochait déjà au roi de France. Oui, c'est commun à l'ancien régime et à la République. Ouais, on le reprochait déjà au roi de France, notamment pour le problème des subsistances. On reprochait à Paris d'affamer la province. C'est-à-dire que Paris était un danger permanent pour le pouvoir. Une émeute parisienne, ça remettait tout en question. Donc il ne fallait pas que Paris ait faim. Donc Paris n'avait jamais faim. Et pour que Paris n'ait pas faim, on allait chercher les subsistances où elles étaient. Ah bon, d'accord. Donc, s'il y avait une émeute ailleurs, c'était moins grave, moins dangereux. C'était moins dangereux. Bon, alors l'idée, c'était quand même pas d'affamer la province ou la périphérie parisienne pour que Paris puisse manger. Mais il y a quand même toujours eu des tensions parce que Paris représentait un enjeu de pouvoir très très sensible. Et Paris, on a beaucoup reproché à Paris pas d'affamer la province, mais de vivre à ses crochets, quoi. Voilà, c'est ça. On a reproché à Paris de vivre aux crochets de la province. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement faux. Donc, comment est-ce que fonctionnait le système d'Ancien Régime? Il y avait des intendants qui étaient envoyés par le roi, qui régissaient la province et qui surtout envoyaient des rapports au roi sans arrêt. Les intendants envoyaient des rapports, ils disaient voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Donc quand Colbert a fait toute sa politique, là il a envoyé des intendants pour appliquer sa politique. Mais ça ne veut pas dire que les corps intermédiaires et toutes les autorités locales ne fonctionnaient pas comme elles avaient toujours fonctionné. Et ça fonctionnait plutôt bien. Moi, j'ai étudié un petit peu, à propos justement des fameuses émeutes de la fin du 18 avril 1775 dont on parlait tout à l'heure, j'ai étudié un petit peu comment ça se passait à Dijon. Voilà, des gens qui arrivaient le matin et puis qui à la municipalité ou aux États de la province et puis qui passaient leur journée à essayer d'arranger tous les problèmes qui pouvaient se poser.
c'était géré, quoi. On nous présente toujours l'Ancien Régime, les gens, ils étaient là à rien faire, à se taper sur le ventre en faisant suer le burnou. C'est pas comme ça que ça se passait. C'est pas comme ça que ça se passait. Il y avait des grands commis de l'État ou des grands commis des provinces qui passaient leur temps à essayer de faire bien et faire en sorte que ça marche. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc l'autorité du roi, elle était plutôt comme autorité, non pas d'appel, mais de recours, quoi. Et le roi, c'était le recours, c'était le père nourricier. C'est pour ça que quand le libéralisme économique est arrivé, les Français n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu croire que le roi était d'accord. C'était incompatible. On parle beaucoup de l'influence anglaise à ce moment-là. Oui, alors l'influence anglaise, ça ne touchait pas la paysannerie ni le monde. Non, mais je dis l'influence anglaise qui a poussé à adopter ces lois-là. L'influence des idées économiques en vogue en Angleterre. Oui, on dit ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Non, hein. Peut-être, je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Je pense que les physiocrates, les économistes français ne sont pas allés en Angleterre. Bon, Voltaire, il y était allé. C'est vrai qu'on parlait de John Law, mais on peut parler aussi de penseurs économiques, des philosophes comme Hutcheson, comme tous ces gens qui avaient théorisé un petit peu le libéralisme avant l'heure. Oui, mais je sais, peut-être, mais moi je sais que ceux qui ont été à l'origine de la physiocratie, c'était le docteur Quesnay, qui était un proche de la Pompadour. Je n'ai pas connaissance qu'il ait mis les pieds en Angleterre. Il a théorisé son truc. Bon, bah, c'était porté par l'air du temps. Hein. Puis il y avait certainement les sectes francs-maçonnes par derrière qui poussaient à la roue. On dit souvent que c'est le premier lobby économique de l'histoire de France. Oui, c'est un lobby. Et c'est-à-dire eux qui ont inventé le terme d'économie comme science. Oui, tout à fait. Économie, c'était synonyme de physiocratie. Ouais. Physiocratie, c'était le gouvernement par la nature, parce que bien évidemment, ces gens-là se relevaient de la nature et pas de leur fantasme. C'était la nature qui voulait ça. Et économie, c'est eux qui ont inventé le mot. Donc, je suis pas sûr que ce soit venu d'Angleterre. Je ne sais pas, je dis peut-être une bêtise, mais je ne crois pas. Moi, je vois comment les théories économistes ont été mises sur pied par Quesnay, comment s'appelle-t-il Melon, il était dans cette école? Oui, tout à fait. Jean-François Melon, tout à fait. Comment s'appelait Gournay. Voilà. Tous ces gens-là, c'est ce qu'on a appelé les Lumières. C'est l'entourage de la Pompadour, de Quesnay, de l'Encyclopédie, de Diderot, tous ces gens-là. Ils ont trouvé la pierre philosophale. Ils allaient enrichir tout le monde sans appauvrir personne, et puis ils allaient montrer à ce crétin de peuple, comme on dit, animé de tous les préjugés, pour leur montrer ce qui était bon pour eux. Enfin bon, voilà, ça a donné le monde dans lequel on vit, et je trouve que c'est pas si beau que ça. On est d'accord. Donc, la recherche personnelle et individuelle du profit, c'est ça qu'a apporté les Lumières. Et dans l'ancien système n'était pas socialiste du tout, mais il était d'économie morale. Et un jour, je me souviens, j'ai dit économie morale à quelqu'un qui a piqué fou rire, l'économie morale. Le mot économie a tellement mauvaise presse qu'on n'arrive pas à imaginer qu'il puisse être moral. Depuis que Sarkozy a voulu moraliser le capitalisme, on a tendance à voir ça comme une sorte d'oxymore. L'économie, c'est quoi? C'est la gestion de la maison. Bien sûr. Hein, l'économie, c'est quoi? Le mot économie. Oikos, c'est la maison. C'est la maison. C'est le ménage, donc c'est l'économie domestique. L'économie, c'est la gestion des biens de la communauté. Quoi. C'est ça. Eh ben, elle peut être morale. Et l'ancienne économie, avant la victoire du capitalisme, elle est fondée sur des principes moraux. Et à partir des Lumières, les principes moraux, donc relevant de la religion, sont remplacés par la logique du profit individuel. Voilà. C'est de plus en plus ce que je vois. Alors, je n'ai pas dit que c'était très très bien avant, qu'il n'y avait pas d'abus et qu'il n'y avait pas... J'ai pas dit ça. C'est évident qu'il y avait des abus. Mais dans l'esprit, le bien commun était ce qu'on recherchait. Et on n'avait pas le droit de s'enrichir indûment. Ce qui vient en 88-89, la grande peur dans les campagnes. Et bien sûr. Parce qu'on dit que c'est une révolte ou une jacquerie antiféodale, qu'on brûle avant tout les droits de propriété des seigneurs. Parce que les seigneurs passent leur temps à récupérer, à léser les communautés paysannes sur les anciens droits communaux. D'accord. Hein? Donc les communautés paysannes, c'est-à-dire les villages, la population agricole française veut conserver ses droits ancestraux sur les prés gratuits, les bois gratuits. La gratuité doit rester dans la vie quotidienne de la population. Voilà, en rappelant, parce que beaucoup font le raccourci, qu'une révolte contre les seigneurs féodaux n'est pas une révolte contre le régime, n'est pas une révolte contre le roi. Non, mais ça, c'est pas contre les seigneurs féodaux dans leur tradition, c'est les seigneurs féodaux dans leur réaction. Voilà. Les seigneurs
Les féodaux, dans les dernières années de l'Ancien Régime, ont décidé de récupérer des anciens droits tombés en désuétude et de léser et de gravement brimer la masse paysanne. Mais c'est récent. C'est pas des siècles et des siècles et des siècles d'oppression féodale. C'est quelques années de réaction féodale qui a retiré à la population paysanne le libre accès à un certain nombre de droits que les paysans ne veulent pas perdre et auxquels les paysans ne veulent pas renoncer. Notamment la veine pâture, notamment le droit de glaner, etc., etc. Et tout ça, ça a été renié pendant les dernières années de l'Ancien Régime. C'est terrible. Et la population paysanne ne veut pas d'une société de propriété privée. La population paysanne possède les terres et ses droits collectivement et pas privativement. Un village, c'est une communauté. Un paysan ne fait pas un procès à son seigneur. Un village peut faire un procès à son seigneur. La population rurale d'Ancien Régime est communautaire. Elle n'est pas individuelle. Or, la réaction féodale, pour autant que j'ai pu comprendre, je me suis pas beaucoup penché sur le truc, mais je me suis quand même appuyé la lecture crayon à la main d'un gros bouquin sur la paysannerie en Bourgogne à la veille de la Révolution française. La population paysanne est accrochée comme une bernique à son rocher, à ses droits communautaires. Communautaires. Et les seigneurs, alors en utilisant des artifices, des moyens légaux, des artifices, veulent remettre en cause ces anciens droits, en recherchant des anciens droits tombés en désuétude, qu'on va faire valoir, etc. C'est pour ça que la Grande Peur a consisté à aller rentrer chez les seigneurs, rechercher dans leur terrier les fameux documents en question qui voulaient les brimer de leurs droits et les brûler. On n'a pas tant brûlé les châteaux que les documents brimant les communautés paysannes. Et c'est ça. Mais c'est parce que les paysans veulent continuer de vivre comme ils vivaient pendant des siècles. Les paysans, ils ne veulent pas la révolution, ils veulent l'inverse. Ils veulent au contraire récupérer d'anciens droits qu'on leur a retirés. Si on veut, les paysans, si on veut employer le terme, ils sont profondément réactionnaires. Ils ne veulent pas du monde nouveau qui se prépare. Donc réactionnaire, dans ce cadre-là, ça voudrait dire conserver ces propriétés de type communautaire contre une forme de privatisation qui serait finalement tout à fait dans la logique libérale des réformes économiques. Mais c'est très exactement ça. C'est très exactement. Et pourtant, c'est jamais comme ça qu'on le présente. Ah ben non, on présente. La réaction est assimilée finalement à plein de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Non, mais quand les ouvriers, quand les salariés en France protestent contre la suppression du contrat de travail à durée indéterminée, ils sont réactionnaires. On est d'accord ? Ah ben, à force que les libéraux nous disent que c'est eux qui sont le progrès et qui nous imposent des réformes, aller contre ces réformes, c'est forcément réactionnaire. Très exactement objectivement. Ça. Voilà. Exactement. Moi, j'ai vécu ça pendant toutes les années 80-90. Chaque fois qu'on voulait supprimer un droit, on appelait ça la réforme. La réforme. Et tous les gens qui voulaient pas la réforme, c'était des réactionnaires. Mais vive la réaction. Voilà. Bon, on a tellement pris un mot pour un autre. Mais c'est vrai c'est souvent ce que le pouvoir reproche aux syndicats, d'être immobiliste, d'être rétrograde, d'aller dans le sens inverse de l'histoire. Exactement. Un sens prédéterminé. Bon, ben, moi je veux bien être appelé réactionnaire. Moi je trouve que les droits acquis c'est quelque chose de très bien. Et si la révolution c'est de supprimer tous les droits acquis, je suis anti-révolutionnaire. Maintenant, être révolutionnaire, ça peut vouloir récupérer les droits supprimés. Je sais pas, enfin peu importe le nom que ça donne. Moi j'ai compris, à la veille de la Révolution, ce qu'une certaine classe veut, c'est tout privatiser, et la paysannerie, le peuple résiste. Le peuple ne veut pas du libéralisme. Le libéralisme, c'est la loi du marché, le peuple ne veut rien entendre. Mais est-ce que cette ce sont des préjugés, nous dit-on. A un rapport, par exemple, parce qu'en même temps, on aura plus tard la loi Le Chapelet, mais il y a déjà en germe cette volonté de briser tous les corps intermédiaires. Bien sûr. Donc, bien sûr. À commencer par les corporations professionnelles, mais différentes. Bien sûr. Parce que l'argumentaire républicain qui se laisse entendre, c'est le fait de dire l'égalité républicaine nécessite qu'il n'y ait pas de société dans la société. Car c'est ça qui peut nous faire tous égaux devant la loi. Donc finalement, c'est corps intermédiaire. D'abord, l'égalité, je ne sais pas ce que c'est que ce mythe. Là maintenant, il paraît que les hommes sont égaux avec les femmes qui peuvent allaiter des bébés. Moi, je suis pas. Enfin bon, c'est du fantasme, ça veut rien dire. L'égalité, c'est pas une revendication du peuple.
C'est pas une revendication du peuple en 89. Le peuple, il veut conserver ses droits. Oui, on parle de justice sociale. Non, mais égalité, c'est-à-dire avoir des injustices moins criantes entre les très riches et les très pauvres, ça me semble être comme une revendication populaire. Eh ben, n'empêche que ça, il n'y a jamais eu autant de différence entre les riches et les pauvres qu'après la Révolution, quand même. Ça a été une explosion. Donc c'est complètement aberrant. En plus, le paysan, il ne demandait pas à être forcément riche, il demandait qu'on arrêtait de le pressurer et il voulait pouvoir continuer de vivre comme il vivait depuis la nuit des temps. Je veux dire, les communautés paysannes, je suis désolé, c'était des lieux où on vivait bien. D'ailleurs, on s'en est rendu compte quand le libéralisme a fait reculer tous les droits des paysans, c'est là qu'il y a eu des rapports. Moi, j'ai lu des rapports écrits par des curés qui étaient très intéressants, qui disaient il y a une vingtaine d'années, dans ce village, tout le monde pouvait vivre, tout le monde réussissait à mener son lopin, il y avait des fêtes, les gens vivaient heureux. Maintenant, ils n'y arrivent plus. Les gens sont saisis de leur masure, ils sont obligés de partir en ville pour mendier. Enfin, il y a un appauvrissement général. Le malheur a fondu avec le libéralisme sur les campagnes. Donc, il ne faut pas nous raconter que la Révolution, ça a été un grand souffle des campagnes pour se libérer du joug de l'Ancien Régime. Ça a été un grand souffle de la bourgeoisie pour continuer de façon légale ce qu'ils avaient commencé par influences diverses à partir de l'époque des Lumières pour remettre en question tous les réseaux de solidarité non marchands, les réseaux de solidarité qui faisaient vivre la société française. Les choses ne s'achetaient pas. Les choses ne s'achetaient pas. On pouvait... Un paysan qui ne possédait rien que sa vache, avait tout ce qu'il fallait pour faire paître sa vache gratuitement. Il avait accès au bois gratuitement. Un paysan, il voulait se chauffer, il allait dans la forêt, il ramassait du bois et il se chauffait avec. À partir du libéralisme, il faut payer le seigneur, parce que le seigneur, il a dit, le bois, il est à moi. Moi, j'ai suivi un truc très amusant. Finalement, c'est très rousseauiste, cette critique. Quand l'invention de la propriété civile, l'invention de la société civile par l'invention de la propriété privée avec l'histoire des piquets, ceci est à moi. Non, c'est l'appropriation par les riches des communaux qui appartenaient au village. Moi, Rousseau. Je veux bien. Non, mais vas-y, si tu veux. Non, mais vas-y. Parce que c'est quand non, mais j'ai tellement pas besoin de Rousseau. J'ai tellement pas besoin de Rousseau pour comprendre comment ça se passait et comment ça a été. Bon. J'ai étudié un truc vraiment très intéressant, c'est qu'autour de la mort du maire d'Étampes en mars 1792, il y a une émeute qui s'est terminée par la mort du maire d'Étampes qui voulait... La population voulait que le maire fixe le prix du pain au marché. Le maire a dit c'est le marché qui fixera. Le maire n'est pas sorti vivant. Hein. Il s'est fait massacrer, il s'est fait tailler en pièces par une population excédée. Bon. Et j'ai étudié d'un petit peu près tout ce qui se passait les jours précédant l'émeute en question. Tous les gens qu'on retrouve dans l'émeute, ce sont des gens qui, les jours précédant l'émeute, étaient dans les bois d'une certaine Madame de Lignorac, où ils allaient couper du bois. Madame de Lignorac, qui était possesseur, qui était propriétaire des bois en question, faisait donner la maréchaussée pour chasser les paysans du bois, et les paysans disaient « Nous sommes ici chez nous ». Nous ne sommes pas chez Madame de Lignorac, nous sommes chez nous. C'est vraiment une... Alors, c'est à partir de cet épisode que j'ai voulu étudier ce que c'était que cette réaction féodale qui s'est appropriée tous les communaux. C'est comme ça que j'ai compris. Avant la Révolution, toute cette paysannerie, quand elle avait besoin de bois, elle allait dans les bois, elle se servait. Et à partir de la réaction, alors est-ce que ça a été 87, 88, 89, je ne sais pas exactement, mais c'est juste avant la Révolution, les propriétaires ont fermé leur bois en disant « ceci est chez moi, ceci est à moi ». Et la population paysanne disait « non ». Depuis la nuit des temps, c'est à nous. C'est à nous. C'est-à-dire que ce qui a mené à la révolte pendant la Révolution, mais la révolte paysanne, ça a été l'appropriation des communaux. Mais je n'ai pas entendu dire que la Révolution française a dit « Ah, bah, tout ça c'est à tout le monde ». Ah non, elle ne leur a pas rendu. Hein. Elle ne leur a absolument pas rendu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Robespierre a obtenu... Alors, je ne sais pas exactement quand, mais ça, c'est vrai, ça, c'est à mettre au crédit de Robespierre. Il a fait en sorte que les communaux soient distribués entre les paysans. Mais je suis désolé, ça a été une privatisation. Ça n'a pas été rendu comme communaux. Ça a été rendu comme propriété privée des paysans du village. Mais ça a été une répartition, mais pas une remise en commun. Voilà. Exactement. Et c'est comme ça qu'on dit « Ah, les paysans français sont individualistes ». Eh bien, c'est depuis la Révolution qu'ils sont individualistes. Avant, ils ne l'étaient pas. Avant, ils étaient communiste. Voltaire avait écrit là-dessus en disant que si le paysan était propriétaire de sa terre, il la travaillerait d'autant mieux qu'il se l'attacherait. C'est les mêmes critiques qu'on trouvait d'ailleurs chez les anticommunistes au XXe siècle par rapport au système du kolkhoz.
Il y a peut-être du vrai, je ne sais pas, mais il disait justement, cette mise en commun n'incite pas à s'attacher à ce qu'on ne possède pas en propre. Ben du coup, on la travaille moins bien, cette terre. Alors, il était très très mal informé parce que la majorité de la terre en France était possédée par les laboureurs. Donc, il était mal renseigné. Ou alors, il parlait sur son truc, c'est-à-dire... Ben alors, ouais. Mais c'était peut-être sur son alors, donc, domaine quand on parle des communaux, là avant, on parlait des bois et pas des champs. C'est ça? Non, il y avait partout, il y avait dans tous les villages, des chemins communaux, des prairies communales, et il y avait le droit, par exemple, même sur des terrains, le droit de glaner, par exemple. Ton champ, il t'appartient, hein, il est à toi, tu ne peux pas empêcher les gens de glaner après ta moisson. Après ta moisson, elle est à toi. Ton champ, il est à toi, il n'est pas à la commune. Mais la commune a le droit de venir glaner sur ton champ quand tu as fini. Ce qui se fait aussi beaucoup aujourd'hui avec la crise, mais c'est s'exposer à des risques si le paysan est armé. Ça, c'est des choses qui se... À l'époque, le paysan n'avait pas le droit de refuser. Bon, voilà. Le village, il avait ses chemins. Tout le village pouvait faire paître ses bêtes sur les bas-côtés. On ne pouvait pas l'interdire. Il y avait les bois qui appartenaient au seigneur. Le seigneur ne pouvait pas interdire aux paysans de venir, par exemple, mettre leurs vaches pour brouter le sous-bois, etc. Il y avait des tas de trucs qui, même en appartenant en propre aux gens, étaient obligatoires d'accès aux gens. Les propriétés n'étaient pas closes. Un champ n'était pas clos. Ton champ à toi, le paysan, il voulait faire passer son troupeau, ben il le faisait passer. Alors, je ne te dis pas qu'il faisait passer son troupeau au milieu de ta récolte, c'est pas ça que je veux dire. Tu n'avais pas le droit. Tout était pas à tout le monde. Il y avait une propriété privée. Il y avait des droits de passage. Mais il y avait plus que des droits de passage, il y avait des droits d'exploitation qui revenaient. Le plus pauvre dans un village pouvait vivre. On a des visions caricaturales de l'Ancien Régime. On a des visions caricaturales. L'Ancien Régime, c'était les nobles qui écrasaient les... C'est n'importe quoi, ça c'est du fantasme. C'est l'historiographie républicaine. Mais oui. Malheur aux vaincus, comme toujours. Bon, puis c'est toutes les conneries de tous ces laïcards qui n'y connaissent rien. C'est n'importe quoi.